Et nous allons progressivement accueillir les différents participants dont je vois qu'ils commencent à arriver et à nous rejoindre. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, Véronique Carrette et moi-même, de vous accueillir dans cette session de la journée, ou plutôt des 2 journées que la Ligue française de la sclérose en plaques consacre à cette journée mondiale qui est une journée de solidarité, et une journée d'information et d'une certaine manière aussi de formation. Voilà, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Je vais vous donner quelques règles du jeu si vous voulez bien. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les visioconférences et en particulier avec Zoom, sachez que nous enregistrons cette session, mais que bien sûr, et c'est un point très très important, il y aura une rediffusion, et dans la rediffusion, eh bien, il n'y aura aucune photo de participants, aucun témoignage qui sera présent. Donc, soyez tout à fait à l'aise lorsque vous interagirez entre vous ou bien sûr avec Véronique Carrette. Alors, vous avez en bas de votre écran 2 onglets qui vont consacrer notre attention. Le premier qui est un onglet qui s'appelle Q et R, donc questions et réponses. Eh bien, lorsque vous avez tout au long de cette session une question à poser, eh bien, vous la posez directement en utilisant cet onglet. Voilà, tout simplement l'onglet questions-réponses. Et puis voilà, vous indiquez votre question. Voilà. Et nous vous invitons d'ailleurs à nous dire bonjour. Voilà, comme certains commencent à le faire. Et bonjour, pour être, j'allais dire, encore plus intéressant peut-être, d'où vous venez. Voilà, c'est la seule chose qu'on vous demandera de bien confidentiel. Voilà. Bonjour alors je ne sais pas d'où vient Mathieu, d'où viennent les différentes personnes. Eh bien, donc vous pouvez utiliser QR et vous pouvez utiliser également discussion. Alors, discussion, ça a plus vocation à être une discussion, j'allais dire, entre vous. Et là, vous choisissez, c'est ce que permet Zoom, vous choisissez d'envoyer à toutes les personnes, tous les panélistes, les participants. Voilà, vous choisissez à qui vous souhaitez envoyer une question. Voilà, ou plutôt un commentaire. Voilà, j'en ai, je crois, terminé pour cette présentation, et je passe la parole tout de suite. Et je passe la parole à Véronique Carrette qui va vous indiquer comment elle va articuler cette session qu'elle veut, je crois, la plus interactive possible. Véronique, c'est à vous. Bonjour à tous, donc je suis Véronique Carrette, je suis sexothérapeute, sophrologue et praticienne en hypnose. Effectivement, je viens faire cet atelier aujourd'hui et en souhaitant vraiment amener de l'interactivité et à répondre au plus de questions possibles sur ce thème tellement important pour nous tous. Donc cet atelier, je l'ai appelé chaud de vent pour mettre un peu de provocation et aussi un peu d'humour. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être délicat, et en même temps, vous savez, vous connaissez l'expression, c'est ceux qui en disent le plus qui en font le moins. Donc, j'aimerais dans cet atelier que vous posiez les questions qui vous viennent vraiment sans tabou. On va essayer, hein, sans tabou. Et puis il y a l'anonymat des questions, hein, si vous le souhaitez. Donc, vraiment, il y a pas de souci sur les questions. Donc, pour commencer, j'aimerais donner une définition telle que l'OMS nous la donne, qui est: c'est quoi la sexualité? Alors c'est c'est une bonne question. Donc l'OMS, qui est l'organisme mondial de la santé, pardon, définit la santé sexuelle comme faisant partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça dit que la sexualité est partout.
et ça, on va plutôt en parler après, le définir après. La sexualité est partout puisque nous sommes des êtres de désir. Et la sexualité, elle est souvent réduite à, et on aura un débat là-dessus tout à l'heure, souvent réduite à la sexualité génitale. Et la sexualité, ce n'est pas que ça, c'est vraiment un épanouissement de tout, de l'être en entier, y compris émotionnel, y compris inconscient, y compris, voilà, c'est l'ensemble de notre être vraiment. Donc la sexualité concerne l'ensemble de la personne, pas seulement le fonctionnement génital et le corps, même si évidemment c'est un média plutôt sympathique pour la sexualité, le corps, hein, évidemment. Donc vraiment, comme vous l'a dit le présentateur de cette session, vraiment, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous souhaitez au fur et à mesure de la présentation. Donc, une question vraiment très, très importante dans cet atelier, c'est quoi la libido ? La libido, vous avez souvent, enfin je pense que la plupart d'entre vous ont déjà pris des médicaments avec sur la fiche posologique une petite ligne sur les effets secondaires qui disait baisse de la libido. Ça, je pense qu'on l'a tous vu. Alors, la libido ne concerne pas que la sexualité génitale ou la baisse de désir. La libido, c'est l'ensemble de notre pulsion de vie. C'est l'ensemble de nos envies et pas uniquement sexuelles. La libido, elle regroupe l'envie, et là on l'a bien vu dans le contexte de la Covid-19, l'envie d'aller boire des coups avec les copains en terrasse, l'envie d'aller travailler, l'envie de s'habiller le matin, de se faire beau et belle. Et ça, c'est vraiment important de ne pas réduire la libido à la simple sexualité et du coup de dire j'ai pas envie de mon compagnon, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. La libido, quand elle n'est pas sous la couette, elle est probablement et la plupart du temps ailleurs. Et si elle n'est pas ailleurs, c'est là qu'on peut se questionner sur quelque chose qui ressemblerait à une petite déprime, à quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment important d'étendre cette notion de libido à l'ensemble de notre pulsion de vie, de notre envie. Et effectivement, quand on est atteint d'une maladie chronique, cette libido, elle baisse parce que à l'annonce du diagnostic, on prend quand même, c'est un moment compliqué pour gérer ça. Et puis avec l'avancement de la maladie ou son activité, voilà, on peut avoir des baisses de libido et des baisses d'envie de l'ensemble, et qui donc, cette baisse d'envie va aussi se répercuter sur la sexualité génitale. Alors, donc moi je suis très très habituée à avoir des gens devant moi, donc et d'avoir de la réactivité. Donc vraiment, si vous avez des questions, hein, sentez-vous libre, parce que moi, si je pars dans mes explications, arrêtez-moi si vous avez besoin de m'arrêter. Alors, je vais vous parler maintenant des différentes formes de sexualité. Donc, vous l'avez compris, il y a cette sexualité génitale hein, qu'on a tous expérimenté, alors avec des bons ou des mauvais résultats selon, avec des expériences plus ou moins réussies.
Donc ça, c'est vraiment la sexualité qui se rapporte à, nos sexes, à nos zones érogènes, aux relations sexuelles dites génitales, vraiment le peau à peau, le corps, enfin, voilà. Et ça, c'est extrêmement réducteur puisque une sexualité réussie, c'est pas seulement ça. Il y a aussi, très raccroché à une sexualité qui se veut épanouie, la sexualité émotionnelle que j'ai mis en dernier sur la diapo, mais qui est importante puisque elle est reliée, cette sexualité émotionnelle, elle est reliée à ce que dit l'autre, à la rencontre, à la relation. Et du coup, c'est quand même extrêmement important d'avoir de l'émotion pour l'autre aussi. Et pas seulement une envie dite animale, génitale, avec ce besoin comment dire, de reproduction. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux, le besoin de reproduction, et la sexualité génitale, c'est ça, c'est le besoin de reproduction. Voilà, c'est schématique, mais pour autant, c'est quand même assez clair. La sexualité émotionnelle, c'est tout ce qu'on peut donner de joie dans la sexualité, mais aussi de tristesse, mais aussi de colère. Et on le voit bien dans les relations, en particulier de couple, que ça peut être on est bien dans de la sexualité émotionnelle, hein, dans la vie de couple. C'est pas toujours simple, et c'est souvent plus un lieu de travail qu'un lieu de sérénité, et encore plus avec les épreuves, et encore plus avec la maladie. Ensuite, nous avons aussi une sexualité inconsciente, et là, je souhaiterais faire une petite précision sur la définition des fantasmes, puisque les unes des magazines nous parlent toujours d'assouvir tous nos fantasmes, pour avoir une sexualité totalement épanouie. On doit absolument, comme une injonction comme ça, assouvir nos fantasmes. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est pas forcément une très bonne solution, puisque le fantasme, de fait, est inconscient, en tout cas est produit par notre inconscient, et a quelque chose de digressif, d'en dehors de la morale. Par contre, les rêveries sexuelles, alors, pardon, je reviens sur notre sexualité fantasmagorique. Elle est souvent, vous savez, je pense que vous avez tous vécu ça, et moi aussi, dans nos rêves, on a comme ça des productions de sexualité fantasmagorique qui peuvent être délirantes. Ce qui n'est pas le cas de la rêverie sexuelle. La rêverie sexuelle, qu'on peut avoir dans la journée d'ailleurs, ou le rêve érotique, là c'est avec quelqu'un de présent, c'est dans le domaine du possible, la rêverie érotique. Le fantasme, pour vous donner un exemple un peu fort, ce serait d'avoir une relation sexuelle avec un animal, par exemple. Alors, même si c'est une pratique sexuelle assez marginale, j'entends, ça peut être du domaine du fantasme. Vous voyez, c'est en dehors de notre morale, et notre morale est tout à fait personnelle, ce qui donne des pratiques sexuelles diverses et variées. Et enfin, une autre forme de sexualité qui est la sexualité spirituelle. Cette sexualité spirituelle, elle est au-delà, alors vraiment au-delà de l'émotionnel, au-delà de la génitale, elle est au-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du tantra. Et le tantra, c'est la sexualité spirituelle, pour donner quelque chose de schématique, c'est une sexualité où il n'y aurait pas de génital, où c'est vraiment, là c'est la sexualité de l'esprit, et on n'est que dans l'esprit.
Donc voilà pour ces formes de sexualité. Ensuite, nous avons une notion importante dans la sexualité qui est le désir. Et ça, c'est très important dans le cadre de cet atelier sur la sexualité, la sclérose en plaques, puisque c'est de là qu'arrivent les difficultés, le plus couramment, en tout cas des patients que je suis moi au cabinet en sexothérapie, c'est souvent le manque de désir qui motive la consultation. Donc le désir, on peut le diviser en 3 grandes parties. On a une partie qui est vraiment la plus importante et tout part de là en fait. C'est le désir, enfin c'est le désirant. Quand on est désirant, c'est un mouvement de soi à soi. Donc on rejoint la libido de tout à l'heure, c'est comment on a envie de se plaire à soi, comment on a envie de se désirer de soi à soi. C'est vraiment ça, de comment vous vous préparez le matin dans la glace. C'est assez factuel, mais de comment vous vous maquillez, de comment vous vous habillez, vous vous apprêtez, et c'est pour vous faire plaisir à vous, uniquement à vous. Ça, c'est vraiment le désirant. Et puis, ça s'inscrit dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et au-delà du désirant, il y a le mouvement des autres vers soi. C'est-à-dire comment les autres vont nous dire qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on plaît, voilà, ou qu'on s'exprime bien, enfin, il y a tout ça. C'est vraiment le mouvement des autres vers soi. C'est ce qu'on reçoit des autres. Et enfin, le désirable, qui est là le mouvement de soi vers les autres. De comment on se montre au monde, de quel mouvement on fait vers l'autre pour être désiré. Vous voyez, c'est toujours un mouvement des autres vers soi et de soi vers les autres. Tout ça partant de ce désirant. Le désirant, c'est vraiment le départ de tout. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous maquiller, vous mettre une robe de soirée magnifique, vous coiffer, etc., etc. Bah, s'il n'y a pas, c'est comme une coquille vide, vous voyez, s'il n'y a pas du désirant, ça sera extrêmement compliqué de dégager quelque chose de désirable et donc de désirer. Enfin, c'est vraiment un mouvement perpétuel et qui part du désirant, de comment on est de soi à soi et comment on a envie de se désirer. On est le premier à qui on doit plaire, hein, en fait, c'est ça un peu l'idée. Donc vous êtes subjugué par mes paroles et donc vous n'avez toujours pas de questions. Si, nous avons, Nous Véronique. avons des questions? Ah mais oui, 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 ah, oui. mais j'avais caché la fenêtre. Ah, mais oui, mais oui. Ah, mais Je voilà. reviens. Voilà. Est-ce que vous la voyez, Véronique? Oui, ça y est. Parfait. Voilà. Donc, alors peut-être que c'est le moment ou peut-être un peu plus tard en fonction de votre propos. Mais Ah, si, ça y est. Ça y est, voilà. Je vois les questions qui Sur étaient la en question, dessous. quels accompagnements pourrait-on proposer? Oui. Voilà. Alors, on va peut-être la lire, hein. Vous voulez bien la lire, cette Oui, bien question? sûr. Donc, quels accompagnements pourrait-on proposer aux patients CEP souffrant de troubles érectiles définitifs, d'anorgasmie, de dysorgasmie définitive, par exemple? J'imaginais une prise en charge par une psychologue sexologue afin de les accompagner dans une certaine résilience sexuelle, et les aider à envisager une autre forme de sexualité, slow sex, sexualité non pénétrative. Ce n'est que très peu, voire pas du tout proposé aux patients CEP actuellement, et c'est bien dommage.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ça, que c'est bien dommage. Effectivement, en fait, je crois que nous avons autant de sexualité que d'êtres humains et de relations, de rencontres. Euh, dans les troubles sexuels en général, le but, alors sexologue et psychologue évidemment, le sexothérapeute, alors c'est ma pratique à moi, on est là pour donner du sens aux symptômes et trouver ensemble une forme, alors comme le slow sex ou la sexualité non pénétrative, euh, une autre forme de sexualité qui serait épanouissante et de donner du sens aux symptômes. Donc, oui, la prise en charge en psycho et en sexo, évidemment. La sexothérapie pouvant amener autre chose, encore une autre dimension. Et puis, je vais aussi prendre ma casquette de sophrologue pour cette forme de sexualité qui peut être plus épanouissante. Euh, c'est d'avoir un retour au corps et de sentir aussi, de reprendre conscience du corps qui va bien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un symptôme comme un trouble de l'érection, alors définitif, je déteste ce mot, mais en tout cas, un trouble érectile handicapant ou une anorgasmie qui évidemment, donc l'anorgasmie ou la dysanorgasmie, c'est le fait de ne pas avoir d'orgasme ou d'avoir des orgasmes un peu étranges. Euh, Ça, c'est vraiment, dans la sophrologie, il y a un retour au corps et une conscience du corps qui va bien, qui peut vraiment être intéressante dans cette recherche et, et dans ce retour à une acceptation du corps tel qu'il est. Je ne sais pas si j'ai répondu à Delphine. En tout cas, euh, tout ce qui est du retour au corps et tout ce qui est de mettre du sens dans, dans les troubles sexuels, ça me semble vraiment pertinent. Et évidemment, de trouver une sexualité qui nous va bien, bien entendu. Alors, nous arrivons à des choses un peu plus techniques. Euh, je voulais vraiment poser dans cet atelier les cycles sexuels masculins et féminins. Ça me semblait intéressant puisque à chaque phase des cycles sexuels féminins ou masculins, il y a des troubles potentiels. Donc ça, c'est pas le point très positif, mais en tout cas, ça permet aussi de pouvoir vous détendre sur ce qu'on a, sur une sorte d'injonction comme ça, d'orgasme commun ou d'orgasme qui serait synchronisé. Vous allez voir dans cette démonstration et dans ces deux schémas que ça peut être extrêmement compliqué physiologiquement, là pour le coup, d'avoir des orgasmes qui seraient simultanés entre hommes et femmes. Donc là, vous voyez le cycle, pardon, vous voyez le cycle sexuel masculin qui est avec une phase de désir, une phase d'excitation, où là, nous avons le début de l'érection. La phase de plateau, où là, chez les garçons, je pense que même si une bombe atomique tombe sur l'immeuble, il ne peut rien se passer pour lui, hein, il va aller au bout de toute façon. Et puis cette phase orgasmique, qui est la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, associée à l'éjaculation. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Donc cette phase orgasmique. Ensuite, on a une phase de résolution, vulgairement appelée la débandade. Ça, tout le monde a à peu près l'image. Et puis, nous avons aussi cette petite zone horizontale qu'on appelle la phase réfractaire et qui est autrement appelée le repos du guerrier. Vous savez, dans les films, on a souvent
l'image après les acteurs magnifiques qui ont eu une relation sexuelle. On a le début, et puis à la fin, on a la femme qui fume une cigarette et l'homme qui dort. Donc, c'est à peu près ça l'image que l'on a. Et cette phase de sommeil chez l'homme est effectivement, alors elle est totalement relative évidemment. Certains hommes sont complètement abasourdis et prennent vraiment un coup de massue sur la tête. Et puis d'autres hommes bon, sont un peu moins endormis. Maintenant, voilà, on a vraiment ces zones-là chez l'homme qui sont pour la phase orgasmique et la phase réfractaire assez marquées chez certains hommes. Et effectivement, si dès le début, si tant est qu'on regarde cette sexualité génitale de façon brute, effectivement, si on a des troubles de l'érection, bah, dès le début, c'est moins engageant, voyez. Et si on a une phase réfractaire qui est extrêmement puissante et qui est pour le coup incontrôlable pour les hommes, bah, c'est aussi pour sa compagne pas très rigolo d'attendre que monsieur se soit assez reposé pour continuer. Et puis, donc comme vous pouvez le voir là, et c'est pour ça que je vous passe la diapo assez rapidement, vous avez le cycle sexuel féminin. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment une grande différence entre les hommes et les femmes au niveau de la sexualité génitale et des processus qui s'engagent. Donc, chez la femme, vous avez la courbe ascendante avec le plateau, comme chez les hommes. Seulement, pour les hommes, le plateau est quelque chose où ça doit se terminer, ça va se terminer même si une bombe atomique tombe sur l'immeuble. Chez la femme, le moindre vibreur de téléphone ou bruit dans la rue peut couper l'élan. Comme ça, voilà, ça c'est fait et on recommence du début. Donc vous voyez que pour l'homme, ça peut être un peu compliqué de conjuguer tout ça et d'être en synchronicité avec sa compagne. Et puis ensuite, on a cette phase de montée orgasmique jusqu'à ce point orgasmique. Et cette grande chance que nous avons, nous les femmes, c'est d'être ce qu'on appelle multi-orgasmique, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner les orgasmes. Et vous voyez bien qu'avec le cycle sexuel masculin, bah, ce n'est pas très en phase. Et puis, comme vous pouvez le voir également, nous n'avons pas de zone réfractaire, nous les femmes. Donc, vous voyez que la sexualité et l'épanouissement dans la sexualité, c'est toujours un peu compliqué et que de simplement s'arrêter à la sexualité génitale, bah, pour trouver l'épanouissement, juste au niveau physiologique, ça peut être compliqué. Donc, voici pour ça. Et puis, enfin, et c'est là que vous allez le plus intervenir, c'est, je vous pose la question à tous, qu'est-ce qu'une relation sexuelle satisfaisante? J'attends vos commentaires et autres remarques et autres questions sur c'est quoi pour vous une relation sexuelle satisfaisante. Donc là, normalement, j'ai toutes les questions, mais je n'en ai pas. Alors, oui, j'ai donné du plaisir. Donc ça, c'est... Donc, est-ce que la femme qui a posé la question donner du plaisir peut me dire par quel moyen on donne du plaisir?
D'accord? Donc, pour moi, une relation sexuelle satisfaisante entraîne un plaisir mutuel sous quelque forme que ce soit, caresse, effleurement, massage. Mes pulsions sexuelles sont satisfaites. Tendresse, écoute de son partenaire, être désirant. Très bien. L'envie de recommencer. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. La relation sexuelle n'inclut pas forcément l'usage des parties génitales. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque quand je pose cette question-là en consultation, souvent, alors c'est surtout les hommes, hein, évidemment, enfin évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, c'est souvent les hommes qui me disent qu'ils ont besoin du coït, de la pénétration pour satisfaire et pour considérer qu'une relation sexuelle est satisfaisante. La relation sexuelle peut être tout à fait épanouissante sans pénétration. Alors, pour les femmes, nous, on a cette grande chance, puisque nous sommes les seuls du règne animal avec les femelles bonobos à être pourvues d'un organe qui est exclusivement dédié au plaisir. Personne n'a encore trouvé une autre fonction que le plaisir au clitoris. Donc, effectivement, la tendresse, les caresses, l'envie de recommencer, c'est une jolie façon de trouver qu'une relation sexuelle satisfaisante. Comment résister aux injonctions extérieures, qui serait une injonction du partenaire ou de la société en général? Si c'est du partenaire, c'est vraiment la communication qui compte. Ah, de la société. De la société, c'est faire des ateliers avec des gens qui vous écoutent et qui vous entendent et qui vous expliquent que nous avons tous une forme singulière de sexualité et que avec l'expérience et l'âge et la lecture et le travail sur soi, on arrive à trouver sa propre sexualité et une sexualité qui nous convient, qui nous épanouit. Et puis surtout, la sexualité, je pense que c'est avant tout une rencontre avec un autre être, alors que ce soit dans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est d'abord une rencontre avec quelqu'un d'autre qui nous convient autant sexuellement qu'émotionnellement, que spirituellement. Donc, il y a un conseil de livre sur le chat. Et effectivement, ça va dans ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'il est essentiel, au-delà des injonctions de la société et de ses parents aussi, hein, parce qu'il y a aussi les injonctions parentales, de trouver sa forme de sexualité, qu'elle soit avec, sans pénétration, en fonction de... Il y a des zones de vie aussi où on a envie de plus de caresses, de plus de tendresse, de plus de préliminaires, et d'autres périodes de vie où on peut avoir envie de pénétration. Et puis c'est comme ça, en fait. C'est vraiment le travail, un travail sur soi, et ce travail, comme j'ai pu vous le dire, sur le désirant. Ça, c'est essentiel. Je pense que pour trouver sa propre sexualité, il s'agit d'abord de se connaître. Et ça c'est quand même extrêmement important, de connaître son corps. Alors, je pense que les hommes ont beaucoup à apprendre sur la sexualité non pénétrative. C'est vrai. Les hommes, alors,
ça aussi, il y a de l'injonction sociétale, parentale, puisque dans la sexualité, on dit que l'homme est le sexe fort. Alors du coup, un homme, c'est censé être fort et avoir... mais les appareils génitaux disent aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que les appareils génitaux des hommes sont à l'extérieur, s'exposent au monde, sont là, alors que nous, les femmes, on a à l'intérieur, c'est caché, c'est planqué, et notre sexualité ressemble aussi à ça. Ça dit quelque chose de nous aussi et de notre sexualité. Et les hommes ont un pénis pour pénétrer. Voilà. Ça, voilà. Les hommes sont dans un besoin de pénétrer. Il y a un besoin archaïque aussi de se reproduire, qui est peut-être chez les femmes plus un besoin de maternité. C'est extrêmement schématique, hein, évidemment. Parler de tout ça en 40 minutes, c'est évidemment, ça reste dans le schématique. Les hommes et les femmes ont beaucoup à apprendre, je pense, les deux de l'autre, de la connaissance de l'autre. Et aussi, et ça vraiment, je trouve ça moi essentiel, une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire que de bien connaître son partenaire, c'est bien. De bien se connaître soi, c'est encore mieux. Alors, que dit-on sur le chat ? Donc là, il y a une évocation du plaisir prostatique. Donc là, je pense qu'il y a un peu de temps et un peu de tabou derrière tout ça. Donc le plaisir prostatique, donc les femmes ont d'après certaines littératures le point G, qui est en fait un plaisir lié au clitoris, hein, vraiment. Les hommes auraient aussi, eux, un point P qui se situe en deçà de la prostate avec évidemment des massages qui sont faits par l'anus, évidemment. Donc ça, évidemment que c'est encore très tabou. C'est aussi une pratique où il doit y avoir beaucoup de communication avec sa partenaire ou avec son partenaire. Hein. Et puis la pénétration anale pour la plupart des hommes est effectivement un sujet extrêmement tabou puisqu'elle relie à une homosexualité latente. Donc ça, c'est assez complexe hein, pour beaucoup d'hommes. Et puis connaître son nouveau soi. Alors qu'est-ce que son nouveau soi et déjà son soi avant le nouveau de l'actuel, c'est pas mal aussi de connaître son actuel soi. Il y a aussi dans la sexualité quelque chose de très instantané, de savoir profiter de l'instant, du moment, et pas forcément être dans la projection de ce qui va se passer, de ce qui va mal se passer la plupart du temps. Hein. C'est ce qu'on appelle l'anxiété. Et quand on a... Moi, j'ai eu un jeune homme hein, qui est venu me voir qui avait des troubles de l'érection, qui avait une sclérose en plaques. Et comme stratégie, il avait rien de trouvé de mieux que de donner des rendez-vous à sa femme. Dans la semaine, il calait un rendez-vous pour avoir une relation sexuelle. Et c'était extrêmement difficile parce qu'il était en anxiété jusqu'à l'heure du rendez-vous. Donc c'est une des premières choses que j'ai signalées, c'était d'arrêter les rendez-vous, c'était de se faire des surprises. Parce qu'effectivement, on crée de l'anxiété. Alors si on a un trouble avéré et qu'en plus on se donne un rendez-vous, donc on se met une pression terrible. Et dans les troubles érectiles, c'est
c'est d'autant plus prégnant. C'est d'autant plus prégnant parce qu'il y a aussi chez les hommes comment dire, ils sont sexocentrés, c'est-à-dire ou pénis-centrés, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que la sexualité va se faire, ne passer que par là. Donc c'est comme si, moi c'est ce que je dis souvent aux personnes qui ont des troubles de l'érection, c'est-à-dire que les troubles de l'érection, c'est souvent dû c'est comme si vous vouliez jouer à un opéra de Mozart avec un seul violon. C'est trop peu, un seul violon pour jouer du Mozart. Il faut tout un orchestre, et tout l'orchestre, c'est le corps entier. Alors nous avons bon nombre de personnes ciblent à tout prix l'orgasme, alors que quand on se ressent sur le plaisir, c'est également source de jouissance incroyable. Souffrant d'anorgasmie depuis plusieurs mois, j'ai appris à me recentrer sur le moment et pas sur l'objectif. Eh bien oui, c'est exactement ça. Eh oui, moins de pression, plus de relâchement, et tout va mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, dès qu'on s'imagine des choses, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il imagine. Alors du coup, si on s'imagine que ça va mal se passer, globalement, ça se passe mal. Si par contre, on est centré sur le moment présent avec du positif, de la joie et du relâchement corporel, et ça c'est vraiment important, hein, plus vous avez de tension et moins vous aurez de plaisir, c'est un peu le résumé, tout en étant relâché. Et puis l'orgasme, ça dit aussi, contrairement à aux a priori, les hommes ne donnent pas forcément d'orgasme aux femmes. C'est les femmes qui s'autorisent à avoir des orgasmes. C'est très personnel. Dire dans la rencontre, vous pouvez avoir un orgasme parce que vous vous abandonnez à l'autre. C'est une forme d'abandon et de relâchement total aussi, l'orgasme. C'est aussi ça, c'est une idée de confiance en soi, de confiance en l'autre, de confiance dans la relation. Et ça, c'est assez... Et du coup, effectivement, ça donne beaucoup de plaisir et de jouissance, évidemment. Oui, effectivement, c'est très pertinent, hein, de relier le moment présent, l'abandon, la jouissance, l'orgasme. Donc, on a évoqué beaucoup de choses déjà dans cet atelier et du coup, qui va bientôt se terminer, puisqu'il nous reste 3 minutes. C'est incroyable comme le temps est passé vite. Vous voyez, dans le plaisir, hein, le temps se perd. Quelques mots peut-être des uns ou des autres, de chacun des participants que je Oui. tiens et que nous tenons vraiment au nom de la Ligue et de cette initiative de Véronique Carrette et de moi-même à remercier vraiment d'avoir porté différents commentaires, des questions et d'avoir été très actif. Oui, et oui, ça va trop vite. C'est passé très vite, effectivement. C'est passé très vite. Peut-être quelques mots de conclusion des uns ou des autres, hein, que ce soit des participants et puis bien évidemment de Véronique après cette session, certes très courte, mais en tout cas, de mon point de vue, très plaisante. Donc Véronique, quelques messages ou quelques mots clés que vous voudriez partager Donc les mots-clés, hein, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout au long de cet atelier, c'est-à-dire de vous occuper de vous, déjà de votre santé globale et pas juste, vous n'êtes pas juste des gens atteints de sclérose en plaques, mais vous avez aussi un corps qui va bien. Et puis de vous occuper de vous et de votre désirant, de vous sourire dans la glace le matin. Et puis merci à vous d'avoir été là,
d'avoir partagé, vos questions, vos commentaires qui étaient très, très pertinents. Peut-être une dernière question qui me semble très intéressante, peut-être sous forme de Oui, conclusion, parce qu'on oui. a parlé d'abandon, on a parlé de relâchement corporel, on a comme étant des éléments vraiment très, très importants, et quelqu'un nous pose la question de savoir comment travailler sur ce relâchement. Alors, via la sophrologie, la relaxation, ça c'est vraiment, il y a plein de choses. Si vous voulez pas aller voir forcément consulter un sophrologue, vous pouvez aller faire des choses sur YouTube. J'avais fait des vidéos moi avec la Ligue française, donc qui doivent être sur la chaîne YouTube de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Voilà pour vous donner un petit sur également l'application Cléo. Il y a aussi de la sophrologie. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses à trouver pour se relâcher. Mais c'est sans fin. Alors, il y a quand même une fin, en tout cas cette session. Mm. Un grand merci, Véronique, un grand merci à chacun d'entre vous, et bonne continuation Mm. dans ces 2 journées. Vraiment, un grand merci à la Ligue de consacrer beaucoup de temps et de partage avec des intervenants formidables. Donc, n'hésitez pas à retourner sur le site, à choisir les sessions qui vous intéressent et à y participer comme vous venez de le faire. Merci Merci et à vous tous. bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.